Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a un dossier vraiment fascinant sur la table. On va parler du marché de l'or avec une analyse qui date du deuxième trimestre 2025 et qui brosse un tableau assez tendu. Oui, on a un cours qui est coincu depuis des mois et les analystes, ils sont complètement divisés. Est-ce que ça va exploser à la hausse ou au contraire s'effondrer? Et pour tenter de répondre, beaucoup se tournent vers un manuel d'instruction qui a plus d'un siècle, la méthode Wyckoff. C'est ça qui est incroyable. On a une technologie de trading, des algorithmes, de l'IA partout. Et on revient à des idées développées au tout début du XXe siècle. Exactement. Donc nos sources du jour, c'est un mélange. On a ces guides techniques un peu anciens, des études de cas historiques, et puis cette fameuse analyse très récente sur l'or. C'est une occasion parfaite pour voir si cette vieille méthode a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui. Tout à fait. C'est donc notre mission. On va plonger dans cette méthode, non pas pour donner des conseils financiers évidemment, Ah non, surtout pas. mais pour comprendre la logique qui se cache derrière. L'idée, c'est vraiment de décrypter ce manuel pour voir comment ces analystes essaient de lire dans les pensées du marché. Et peut-être de résoudre l'énigme de l'or. Alors, pour commencer à comprendre cette méthode, il faut accepter une idée de départ qui est assez particulière, non? Les sources parlent de l'homme composite. Ça sonne un peu complotiste. Ah mais c'est une excellente question parce que c'est la clé de tout. Wyckoff ne pensait pas littéralement qu'un seul homme tirait les ficelles dans l'ombre, hein? Non, bien sûr, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Il nous dit arrêtez de voir le marché comme une foule chaotique. Imaginez plutôt que toutes les actions des grands acteurs, les banques, les fonds, la smart money, sont les actions d'une seule entité. D'accord, une entité intelligente et stratégique. Voilà. Le but, c'est de changer notre perspective. Au lieu d'être une victime des mouvements de prix, on devient une sorte de détective qui cherche les empreintes de cet homme composite. C'est un modèle mental, en fait, pour simplifier la complexité. Un peu comme si on personnifiait un adversaire dans un jeu de stratégie pour mieux anticiper ses coups. C'est exactement ça. Et comme dans tout jeu, il y a des règles. Wyckoff a postulé que cet homme composite, aussi puissant soit-il, ne peut pas échapper à 3 lois fondamentales du marché. D'accord. Et ces lois, c'est notre grille de lecture pour décoder ses actions. Alors la première, j'imagine que c'est la plus connue, hein? L'offre et la demande. C'est la base de tout. Quand la demande est plus forte que l'offre, les prix montent. L'inverse, ils baissent. Simple. Sauf que, Sauf que là où ça devient intéressant, c'est que l'homme composite ne se contente pas de réagir à ça. Il le manipule. c'est-à-dire. Il va par exemple créer une situation où la demande semble très forte pour pouvoir vendre ses actifs au meilleur prix. Ou inversement. D'accord. Et ça nous amène à la deuxième loi, celle de la cause et de l'effet. Si je comprends bien, un grand mouvement de prix, l'effet, ne sort jamais de nulle part. Jamais. Il est toujours le résultat d'une longue période de préparation. La cause. Mhm. Pensez à un ressort qu'on comprime. Plus longtemps et plus fort, vous le compressez. Plus le rebond sera puissant. Voilà. Dans le langage de Wyckoff, cette compression, c'est soit une phase d'accumulation où il achète discrètement, soit une phase de distribution où il vend tout aussi discrètement. La logique est claire. Mais comment savoir en temps réel si la cause est terminée? On pourrait attendre l'effet très longtemps. C'est tout le défi. Et c'est là qu'intervient la troisième loi, la plus subtile, je trouve. L'effort contre le résultat. C'est l'outil qui permet de sonder un peu l'état du marché, c'est ça? C'est ça. L'effort, c'est le volume des transactions. Le résultat, c'est le mouvement du prix. D'accord. Alors imaginez, vous voyez un effort gigantesque, des volumes d'échanges colossaux, mais le prix, lui, il fait du surplace. Le résultat est décevant. Très décevant. C'est un signal d'alerte énorme. Ça veut dire qu'une force opposée est en train d'absorber tout cet effort. Donc, si le prix essaye de monter avec un volume énorme mais n'y arrive pas, C'est que l'homme composite est probablement en train de vendre massivement, absorbant toute la demande des acheteurs enthousiastes. La tendance est peut-être sur le point de s'épuiser. et ce récit que l'homme composite écrit sur les graphiques, c'est toujours la même histoire en fait. Une sorte de pièce de théâtre en 4 actes. C'est une très bonne analogie. C'est le cycle du marché. Le premier acte, c'est l'accumulation. Après une chute, quand tout le monde panique, lui, il commence à ramasser les actifs à bas prix. Dans le plus grand calme. Acte 2, le markup, la tendance haussière. Une fois qu'il a son stock, il laisse les prix monter, ce qui attire de nouveaux acheteurs. Ensuite, l'acte 3, le miroir du premier, la distribution. Exactement. En haut du marché, quand c'est l'euphorie, que tout le monde veut acheter, lui, il fait l'inverse. Il vend. Il profite de l'appétit du public pour se délester. Et le dernier acte, inévitable, le markdown, la tendance baissière.
Une fois qu'il a tout vendu, l'offre dépasse la demande et les prix s'effondrent. Et le cycle peut recommencer. Mais les actes où tout se joue, c'est vraiment le premier et le troisième. L'accumulation et la distribution. C'est là que l'homme composite prépare ses coups et apparemment il ne se contente pas d'être discret, il est sournois. Absolument. C'est là qu'on voit son côté stratège. Prenons l'accumulation. Il achète dans une zone de prix stable, un range, mais avant de lancer la hausse, il doit être sûr de deux choses. Quoi donc? Qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs potentiels et qu'il peut faire paniquer les derniers détenteurs pour leur racheter leurs titres au plus bas. Et pour ça, il utilise une manœuvre bien particulière, le spring. Exactement. Le spring ou le checkout, c'est une fausse cassure délibérée. Le prix va chuter brutalement sous le support de la zone. Là où tout le monde a mis ses ordres de vente. C'est stop. C'est un piège à ours parfait. Le public voit le support céder, il panique, il vend. Et de l'autre côté, l'homme composite rachète tout. À un prix dérisoire. C'est une manœuvre de pure psychologie. Mais comment un analyste peut faire la différence entre ça et un vrai effondrement? Le volume. Toujours le volume. Si cette cassure se produit avec un faible volume de vente, c'est un signe très très fort. Ça veut dire que l'offre est épuisée. Voilà. Le spring, c'est un test final. Une fois qu'il a la confirmation que la voie est libre, la hausse peut commencer. Et j'imagine qu'il y a une manœuvre symétrique pour la phase de distribution, un piège inverse. C'est exactement ça, le piège à taureau. C'est le Up Thrust After Distribution, l'UTAD. Le même principe. Même principe, mais en haut. Le prix est au plus haut et l'homme composite va orchestrer une fausse cassure spectaculaire, au-dessus de la résistance. Les derniers acheteurs, pris par l'euphorie, se ruent dessus. Et ils achètent en fait les toutes dernières actions que l'homme composite leur vend au meilleur prix possible, juste avant le retournement. C'est redoutable. Et pour rendre ça plus concret, les sources utilisent de belles analogies. L'une d'elles, c'est celle du ruisseau. Oui, j'aime beaucoup celle-là. Imaginez que la ligne de résistance d'une zone d'accumulation, c'est la rive d'un ruisseau. D'accord. Pour que le prix puisse commencer à monter, il doit prouver sa force. Il doit sauter par-dessus le ruisseau. C'est le « jump across the creek ». Et ce saut doit être puissant, j'imagine. Oui, il doit être accompagné d'une forte augmentation du volume. C'est un signe de force. Et souvent, après un saut, on prend un peu de recul pour s'assurer qu'on est bien sur la terre ferme. C'est tout à fait ça. Après le saut, le prix revient souvent tester l'ancienne rive, l'ancienne résistance. C'est le retour au bord du ruisseau. Qui doit maintenant devenir un support. Et pour beaucoup d'analystes Wyckoff, ce moment de confirmation, c'est le point d'entrée idéal. Le risque est mieux maîtrisé. Et à l'inverse, lors d'une distribution, on parle de tomber à travers la glace. Une fois qu'un support important cède, la chute peut être violente et rapide. D'accord. Alors, avec ce nouveau décodeur en main, l'homme composite, ses lois, ses pièges, retournons à notre puzzle initial. L'or en 2025. Qu'est-ce que les analystes qui utilisent cette grille de lecture voient sur ce graphique? Eh bien, ils voient un récit potentiel se dessiner. Le fait que l'or évolue comme ça, latéralement, entre 3960 et 4015 depuis des mois. C'est la définition même d'une cause en préparation. Exactement. La grande question est, est-ce une accumulation pour une future hausse ou une redistribution avant une nouvelle baisse? Et c'est là que l'analyse ne se limite plus au graphique, j'imagine. Il faut chercher des indices dans le monde réel. Précisément. L'analyste technique seul ne suffit pas. L'analyste de notre source la combine avec 3 facteurs fondamentaux. Premièrement, la demande des banques centrales. Un acteur majeur. Un dévisage de l'homme composite. Et elles achètent de l'or massivement, pour diversifier leurs réserves à cause des tensions géopolitiques. C'est un indice très fort en faveur d'une accumulation. Si les grands acteurs achètent structurellement, il est plus probable que ce soit une accumulation. Logique. C'est l'hypothèse principale. Deuxième facteur, la demande des investisseurs privés, via les ETF, où l'achat physique reste très solide. L'or, c'est toujours une valeur refuge. Et troisièmement, l'offre minière peine à suivre. L'or est une ressource finie. Donc cette combinaison, demande forte, offre contrainte, ça donne beaucoup de poids à l'idée d'une accumulation. Alors, avec ces éléments, comment l'analyste interprète le petit plongeon récent sous les 3960, celui qui a fait paniquer pas mal de monde? Eh bien, un analyste non initié y verrait un signal de vente clair. Mais un analyste Wyckoff, Il y voit un candidat parfait pour un spring. un candidat parfait, il se dirait « l'homme composite est en train de faire le ménage. Il teste le marché, il secoue les mâts faibles avant le décollage. » Et il attendrait avant de faire quoi que ce soit. Exactement.
Il ne prendrait pas position. Il observerait le volume de trait très près. Si le prix remonte rapidement dans sa zone, avec de faibles volumes de vente pendant le test, C'est la confirmation, le piège a fonctionné, l'offre est épuisée. voilà. Le scénario principal de l'analyste est donc haussier, mais conditionné à la validation de cette manœuvre, Il anticipe une sortie par le haut, un saut par-dessus le ruisseau. qui déclencherait la phase de markup. Mais il a des plans alternatifs. Le scénario secondaire, c'est que l'or continue de consolider, si l'homme composite a besoin de plus de temps. Et le scénario qui invaliderait toute cette belle théorie. Ah, c'est simple, hein. Si la cassure sous 3960 n'est pas un spring, mais une vraie rupture, si le prix chute sous ce niveau, qu'il y reste, et que les volumes de vente augmentent, Alors l'hypothèse de l'accumulation était fausse. c'était peut-être une redistribution. Et le marché se prépare à tomber à travers la glace. La méthode ne donne pas de certitude. Elle donne des scénarios et des points pour les valider ou les invalider. C'est ça. C'est beaucoup plus clair. En fin de compte, la méthode Wyckoff, c'est moins une boule de cristal qu'un cadre de raisonnement. Tout à fait. C'est une tentative de lire le marché non pas comme des chiffres, mais comme une bataille psychologique. C'est la philosophie profonde, oui. Cesser d'être un participant réactif qui saute dans un train déjà lancé à pleine vitesse, et plutôt essayer de se positionner quand le train est encore en gare. En s'alignant sur les intentions de ceux qui le conduisent. Voilà. Adopter, à son échelle, la mentalité de l'homme composite. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Toute la méthode repose sur cette idée de personnifier le marché. Mhm. En un homme composite, une entité qui met en place des pièges comme les springs et les uptrusts pour délibérément exploiter les émotions du public, la peur et la cupidité. Si on accepte cette vision, ne serait-ce que comme une métaphore qui fonctionne, ça suggère que le marché est bien moins un mécanisme rationnel basé sur des fondamentaux. Qu'un grand jeu de stratégie et de tromperie. Exactement. Et dans cette arène, on est en droit de se demander quelle est la véritable place et la véritable chance de l'investisseur individuel qui, lui, pense jouer à un jeu équitable.